Bonjour, seconde partie de l'atelier virtuel intitulé « Moi, colibri, chacun de mes gestes compte-t-il vraiment pour sauver la planète ?» Vidéo toujours à l'usage du public des médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges. La vidéo précédente s'était achevée sur l'analyse de la question « La destruction de la nature est-elle inscrite dans la nature humaine ?» Nous allons voir qu'elle n'est pas sans lien avec la deuxième question qui m'a été adressée et qui se formule de la manière suivante. Les jeunes générations devraient-elles agir pour sauver la planète alors qu'elles ne sont pas responsables de son état actuel? Dans la perspective du mythe de Prométhée que nous avons abordé dans la première partie, la question de la responsabilité rejaillit sur l'humanité dans son entier, puisque la survie de l'humain lui-même présuppose une sorte de non-inscription, de décalage vis-à-vis de la nature, qui va occasionner des comportements d'exploitation, de prédation, de transformation, qui comportent tous une certaine dimension destructrice. Construire l'environnement culturel de l'humain, cela implique un coefficient inévitable de destruction envers le milieu naturel qu'il s'agit d'adapter à nos besoins ou à nos désirs. En ce sens, les jeunes générations, en tant qu'elles s'inscrivent dans l'histoire humaine et qu'elles bénéficient plus ou moins des dispositifs de la civilisation, sont embarqués en quelque sorte et ne peuvent prétendre s'extraire intégralement de ces processus d'exploitation des ressources naturelles avec les effets délétères qu'ils induisent. Autrement dit, lorsqu'on se demande si les jeunes générations sont responsables ou non, si l'on postule que être humain, c'est d'emblée être dans un rapport de distance, voire d'opposition avec la nature, alors quelle que soit la génération à laquelle on appartient, eh bien, nous faisons partie de cette espèce très particulière, cette espèce de l'entre-deux, comme on l'a dit, qui n'est pas adaptée d'emblée seulement sur des critères biologiques à son milieu, mais qui va devoir inventer des procédures, des dispositifs culturels et qui vont avoir des conséquences évidemment sur ce qu'on va appeler l'environnement. Ça, c'est une première chose. Donc on pourrait dire que, en tant que les jeunes générations appartiennent, comme les générations anciennes, à l'humanité, eh bien, elles doivent répondre de leur comportement et de leur participation à cette entreprise humaine, à cette histoire de l'humain qui va impliquer un certain nombre d'effets qui peuvent être considérés aujourd'hui comme des effets négatifs sur la nature et donc être placées dans une situation où elles vont devoir prendre en compte ces effets pour adapter leur conduite. Deuxièmement, il y aurait une réponse qui relève de l'évidence et qui tient à la situation de nécessité et d'urgence dans laquelle nous sommes tous placés, jeunes et vieux, à savoir que l'inaction aujourd'hui nous est interdite d'un point de vue rationnel, en fonction du savoir scientifique qui est le nôtre. Une inaction qui nous est interdite d'un point de vue rationnel, cela ne veut pas dire que nous sommes contraints tous d'agir. Nous pouvons tout à fait adopter un comportement d'indifférence, d'indolence, et ne pas prendre en compte ce savoir. Mais si nous prenons en compte
compte les connaissances que nous offrent les disciplines scientifiques aujourd'hui, eh bien, nous pourrions dire que il y a une sorte d'évidence aujourd'hui à dire que plus personne ne peut faire comme si de rien n'était. Donc, que l'on appartienne aux jeunes générations ou aux générations plus anciennes, quel que soit notre degré de responsabilité, eh bien, nous sommes aujourd'hui contraints d'adapter nos comportements, d'agir de manière à ce que la vie humaine et la vie en général continue d'être possible sur notre planète. Ceci dit, ce serait une manière, ces deux premières réponses, l'inscription des jeunes générations dans une humanité essentiellement destructrice, essentiellement prédatrice, puis l'idée que nous sommes dans une situation d'urgence où le choix ne nous est pas donné d'agir ou de ne pas agir, eh bien, ces deux premières réponses font l'économie d'une dimension qui est présente dans la question. Je la rappelle, les jeunes générations devraient-elles agir pour sauver la planète alors qu'elles ne sont pas responsables de son état actuel? Eh bien, dans cette question, on pressent bien le caractère problématique qu'elle veut soulever, c'est-à-dire qu'elle veut pointer une certaine forme d'injustice qui provient d'un sens double que l'on peut assigner à la notion de responsabilité. Un sens double, c'est-à-dire que nous pouvons comprendre la notion de responsabilité selon deux points de vue bien distincts. Un point de vue qui serait d'origine juridique et qui renverrait à la responsabilité personnelle, et un autre point de vue qui ressortit à une dimension plus historique ou historico-politique et qui questionnerait la légitimité d'un sens, d'une signification collective de la responsabilité. Le premier sens. Alors le premier sens, c'est un sens, j'ai dit que c'était un sens juridique. Pourquoi? Parce que cela renverrait à une certaine définition individualiste, on pourrait dire, de la responsabilité. À savoir que, qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Être responsable, c'est être dans la situation de répondre d'un acte que l'on a commis. Je situe ce sens-là dans le domaine juridique, voire judiciaire, puisque dans le domaine judiciaire est considéré comme responsable et donc comme devant réparer un certain acte qui a induit des effets négatifs sur une ou plusieurs personnes, ou sur la société dans son entier, une personne qui a agi en connaissance de cause et qui doit réparer son action, réparer les effets de son action, pour cette raison que il est à l'origine de cette action. Par exemple, quelqu'un a commis un vol, par exemple, un vol chez un commerçant. Ce commerçant a été lésé. Ce dernier va porter plainte
et la personne qui a volé, si elle est considérée comme ayant agi en pleine conscience, c'est-à-dire consciente des effets de son action, eh bien on va lui demander réparation. Donc dans le sens juridique, c'est la personne qui agit et qui produit un certain nombre d'effets qui doit répondre de ses actes, qui est considérée comme responsable. Ça, c'est une première chose. C'est ce qu'on pourrait appeler la responsabilité personnelle. En ce sens-là, si on revient à notre question, eh bien, il est vrai que la situation écologique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ne peut pas être imputée à des catégories d'individus, la jeunesse, on va dire, qui, elle, n'a pas été à l'origine des comportements qui ont occasionné cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, il y a effectivement, en ce sens-là, en un sens juridique, une certaine injustice à exiger des jeunes générations qui n'ont pas agi en amont, qui n'ont pas participé, si l'on veut, à la destruction de la planète, à la destruction du vivant, de devoir répondre de la situation qui est la nôtre. Ça, c'est une première chose. Alors, est-ce que on peut en faire quelque chose d'un point de vue, du point de vue politique, du point de vue écologique? Je renvoie à ce que je disais auparavant. Eh bien, effectivement, les jeunes générations ne sont pas responsables, mais elles sont embarquées dans une certaine situation. Donc, il y a sans doute une certaine iniquité, si l'on veut, à leur demander de se restreindre dans leur consommation, de se restreindre dans leur conduite vis-à-vis de l'environnement. Mais le fait est que elles font partie d'un ensemble, si l'on veut, qu'on peut nommer l'histoire humaine, le processus de l'histoire humaine. Et en ce sens-là, eh bien, oui, cette injustice qui consiste à leur demander de faire des sacrifices vis-à-vis eh bien, de ce que les générations précédentes ont fait, à quelque chose d'anormal, disons, d'illégitime plutôt. Mais évidemment, la question c'est de savoir si dans ce genre de problématique, on se tourne plutôt vers le passé, qui est à l'origine de la situation dans laquelle nous sommes, ou si l'on se tourne plutôt vers l'avenir, en se demandant bien comment faire pour que ces jeunes générations qui, effectivement, du point de vue personnel, du point de vue générationnel, ne sont pas comptables de ce qui a été fait, puissent continuer à exister, tout simplement. C'est ce qui est mis sur la table aujourd'hui par les scientifiques, c'est-à-dire la question de la viabilité de l'espèce humaine elle-même. On voit bien que la réponse qui consistera à dire « je n'y suis pour rien, donc je ne fais rien » serait problématique, puisque par définition, les anciennes générations sont en quelque sorte inscrites dans une sorte de mouvement d'inertie qui les a amenées là où elles sont. Et s'il y a bien une catégorie
une catégorie générationnelle qui est capable de réinventer de nouvelles manières de fonctionner pour que ce monde devienne viable à nouveau, ce sont bien ces générations qui n'ont pas été, dont l'imaginaire n'a pas été colonisé par notre idéal de croissance, par notre idéal de consommation, et qui va pouvoir, disons, réajuster l'existence, l'habitat humain de manière à ce qu'il puisse s'inscrire dans une perspective pérenne. Ça, c'est la réponse qu'on peut donner si on interprète la responsabilité donc au sens personnel, au sens individuel, tel qu'on l'interprète, par exemple, dans les tribunaux. Mais il y a un second sens de la responsabilité qui ressortit à une dimension plus historique ou historico-politique et qui interroge la légitimité de ce que pourrait être une portée collective de la responsabilité. Existe-t-il quelque chose comme une responsabilité collective qui signifierait que certaines catégories d'êtres humains doivent ou soient placées dans une situation qui les amènerait à répondre, à être responsables d'événements qu'ils n'ont pas eux-mêmes provoqués. Alors ça, c'est un sujet, la question de la possibilité d'une responsabilité collective, qui est un sujet à la fois complexe et polémique. Complexe, pourquoi ? Justement parce que nous vivons dans une société individualiste où nous considérons que la manière la plus évidente et la plus simple de considérer la responsabilité, c'est de dire que la responsabilité est liée à l'action. C'est parce que j'ai agi de telle manière et que mon action a produit tels effets que, en tant qu'individu, je vais être placé dans la position d'avoir à répondre de mes actes. Mais que faire des événements historiques, du cours de l'histoire ? Il est évident que, en tant qu'être humain, nous appartenons à des collectivités qui vont agir, qui vont prendre des décisions et dont les effets vont s'inscrire ou se déporter, se reporter dans une temporalité qui dépasse la simple vie individuelle. C'est ça qui est complexe, en fait, dans cette histoire, c'est que si nous considérons que l'être humain est un être historique, eh bien, cela signifie que les effets de certains actes, de certains comportements, vont se faire sentir, vont se faire voir, vont être constatés au-delà de la vie des individus qui eux-mêmes ont pris ces décisions, qui eux-mêmes ont agi en ce sens.
on voit bien qu'on est obligé, dans cette perspective, de dépasser la considération, l'idéologie individualiste. Alors, qu'est-ce que cela signifie être responsable d'actes et d'effets de ces actes dont nous ne sommes pas l'origine? Alors, j'ai dit que c'était à la fois complexe et polémique. Par exemple, on voit que les questions de réparation aujourd'hui mettent en jeu cette problématique de la responsabilité collective. Prenons l'exemple de la colonisation. Aujourd'hui, un certain nombre de groupes militants réclament une certaine reconnaissance de l'exploitation, des destructions, de la domination dont ils ont été l'objet, non pas eux-mêmes, mais leurs ascendants. Donc ça, c'est une première manière de prendre sur soi, d'assumer non pas la responsabilité, mais en tout cas l'appartenance à un groupe qui s'inscrit dans l'histoire. Les descendants des colonies de l'empire colonial, de l'empire français, par exemple, aujourd'hui réclament par exemple, la reconnaissance d'un certain nombre de crimes contre l'humanité qui ont été commis pendant les occupations, pendant la période où la France exploitait, dominait une certaine partie des populations qui à l'époque étaient qualifiées d'indigènes. Et il y a une sorte de polémique qui consiste à se demander si aujourd'hui, en tant que héritier, lorsqu'on est français, en tant qu'héritier de cet empire colonial, est-ce que nous sommes, eh bien, est-ce que nous sommes responsables de ce qui s'est passé à une époque où nous n'étions pas nés? Et dans ce cas-là, eh bien, nous devons assumer cette histoire et faire en sorte que cette réparation, nous la prenions à notre compte et que nous faisions en sorte de donner satisfaction à ces groupes militants. Ça, c'est une première manière d'accepter finalement et de valider cette notion de responsabilité collective, alors même que aujourd'hui, la plupart des gens qui vivent aujourd'hui en France ne peuvent pas être considérés comme eh bien ceux qui ont initié ces actes, qui en ont été comment dire, les initiateurs, ceux qui ont commis un certain nombre de faits. Et de l'autre côté, nous avons dans cette polémique une autre manière de voir les choses, un autre angle de vue qui justement refuse cette responsabilité collective et qui affirme que dans la mesure où eh bien, à la fois ces groupes militants qui demandent réparation n'ont pas été les victimes directes de ces pratiques coloniales, et en même temps que ceux à qui on demande des comptes aujourd'hui n'ont rien à voir en tant qu'individus avec ces activités d'exploitation et de domination, eh bien on ne peut pas demander réparation, et que tout processus de reconnaissance est désormais obsolète. Alors, si l'on transfère ça à la question écologique, eh bien, évidemment,
en tant qu'être humain, nous bénéficions d'un certain nombre d'apports de ce qu'on pourrait appeler la civilisation, sachant que ces apports de la civilisation, que ce soit dans le domaine des transports, dans le domaine des communications, dans le domaine de l'information, etc., eh bien, nous sommes dans une position où nous profitons en quelque sorte de ces dispositifs, de ces inventions, de ces évolutions technologiques dont on connaît aujourd'hui les effets délétères, mais en même temps, la plupart d'entre nous, eh bien, nous ne pouvons pas être, disons, accusés directement d'avoir, disons, initié, inventé ces processus. Alors, toute la question est de savoir si c'est une question qui incombe à chacun finalement. Est-ce que nous prenons en charge les effets, est-ce que nous prenons en charge moralement, politiquement, les effets de dispositifs technologiques que nous n'avons pas voulu en tant qu'individus? Et donc, cela suppose que nous avons effectivement une responsabilité. Alors, que l'on soit jeune ou moins jeune, ou bien est-ce que nous reléguons finalement à ceux qui n'ont pas voulu entendre, qui n'ont pas voulu prendre en compte les avertissements qui ont été donnés depuis au moins les années 70. Le rapport Meadows, c'est les années 70. Tout était déjà sur la table et on savait, disons, pour ceux qui voulaient savoir, eh bien, les conséquences étaient déjà prévues. Faut-il simplement demander à ceux qui sont directement à l'origine de ces actions de prendre en charge les mesures qui s'imposent aujourd'hui. Alors ça, c'est une question que je laisse en suspens, puisque, je le redis, c'est une question qui incombe à chacun. Sachant que, eh bien, effectivement, on revient un petit peu à notre évidence de tout à l'heure, c'est que si l'on s'en tient à une responsabilité individuelle, on peut se dire « je m'en lave les mains », et après tout, ce sont les fauteurs de troubles, les fauteurs de cette destruction qui doivent trouver des solutions. Et dans ce cas-là, eh bien, je rentre dans une situation d'inaction dont on voit aujourd'hui qu'elle est difficilement tenable, mais après tout, si l'on s'en tient à la responsabilité individuelle, elle est d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, elle est tout à fait défendable. Elle n'est peut-être pas défendable du point de vue de ce qui pourra être notre avenir. Mais il est vrai qu'on ne peut pas exiger de quelqu'un qui n'est pas coupable de réparer ce qu'il n'a pas fait. Ou alors, donc ça c'est la première solution, la deuxième solution, c'est de se dire, eh bien, je m'inscris dans une histoire humaine qui a produit un certain nombre d'effets, et en tant qu'être humain, j'appartiens à cette histoire, et même si je ne peux pas être considéré comme coupable, eh bien, je vais être responsable. Responsable, c'est-à-dire que je vais répondre d'actes que je n'ai moi-même pas commis.
Voilà ce qu'on pourrait dire sur cette deuxième question, sur les jeunes générations. Il y a un autre aspect de la question de la responsabilité qui va relativiser un petit peu son sens personnel, son sens juridique. C'est le fait que la responsabilité peut être entendue non plus comme une conséquence de l'action que l'on a commise, mais sur l'étendue d'un certain savoir, à l'ère que nous vivons aujourd'hui, qui est l'ère de l'information. Là, je m'inspire d'un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, qui a beaucoup réfléchi sur cette notion de responsabilité, et qui lui-même fait un petit peu la même distinction que j'ai faite à l'instant, et qui distingue une responsabilité qui serait greffée sur l'action et une autre responsabilité, un autre type de responsabilité qui serait, elle, greffée sur le savoir. Je m'explique. Donc, il y a le sens juridique, encore une fois, de l'action, de la responsabilité, qui signifie que la responsabilité n'apparaît que lorsque j'ai agi. C'est-à-dire que, lorsque j'ai agi individuellement ou collectivement, on a pu, dans le cadre d'un collectif, agir de telle manière, produire tels effets, et si ces effets sont néfastes, eh bien, avoir à répondre de ces actions et avoir à les réparer. Mais il y a un autre sens de la responsabilité qui, lui, n'est plus relatif simplement à ce que j'ai fait, mais à ce que je sais. Pourquoi ? Eh bien, Paul Ricoeur évoque la société de l'information en disant que, eh bien, aujourd'hui, la responsabilité s'étend ou s'applique non plus seulement à ceux qui ont agi, mais à ceux qui savent qu'il se passe telle ou telle chose, alors même que ces choses ne sont pas imputables à celui qui sait. C'est la société de l'information. Par exemple, lorsque j'allume ma télévision, eh bien, je vois défiler un certain nombre d'événements, un certain nombre d'horreurs, etc., qui peuvent se passer ici et là dans le monde. Évidemment, je ne suis pas forcément responsable au sens individuel de telle ou telle famine, de telle ou telle catastrophe naturelle qui peut se passer dans n'importe quel endroit du monde. La société de l'information fait que je suis au courant presque en temps réel de tout ce qui se passe sur chaque point du globe. Eh bien, ce que dit Ricoeur, c'est que dans une société de l'information, la responsabilité, elle s'applique non plus à ce que l'on a fait, mais à ce que l'on sait. C'est-à-dire que si je sais, par exemple, qu'une famine s'est déclenchée dans tel pays d'Afrique, ou que telle catastrophe naturelle a ravagé telle ou telle partie du globe, eh bien, en tant que je sais, en tant que je suis au courant, eh bien, moralement, éthiquement, je ne peux pas me retrancher dans l'indifférence. C'est-à-dire que c'est le savoir, je sais qu'il se passe telle ou telle chose, et comme je sais, eh bien, je vais me sentir comme impliqué dans cette affaire. Non pas impliqué parce que l'événement m'est imputable, mais impliqué parce que je sais que d'autres personnes sont dans une situation difficile, d'autres personnes souffrent, et donc je vais me sentir obligé, tenu à intervenir. On voit bien qu'on sort
totalement de la vision juridique, judiciaire de la responsabilité. Ici, c'est un sens non plus juridique, mais moral. Savoir que l'autre souffre m'implique et me place dans une position où je vais devoir réagir et essayer de réparer. C'est évidemment ce qu'on, la plupart de nous ont déjà expérimenté, c'est-à-dire que le fait d'être au courant, d'être informé de telle ou telle catastrophe, de tel ou tel malheur, de gens qui sont qu'on ne connaît pas, eh bien va susciter en nous eh bien la nécessité d'intervenir. Donc évidemment, ces considérations sur la notion de responsabilité, sa redéfinition, peut être tout à fait transférée à la question écologique, au sens où aujourd'hui, c'est notre savoir, le savoir que nous offrent les disciplines scientifiques, qui vont nous amener à eh bien, ajuster nos conduites, nos comportements, alors même que eh bien, du point de vue de l'action, nous ne pouvons pas être, la plupart d'entre nous, c'est-à-dire les gens ordinaires, ne pouvons pas être considérés comme étant à l'origine, ni au sens individuel, ni au sens collectif, des désastres que nous constatons aujourd'hui. Et justement, c'est cette notion de responsabilité telle qu'elle est redéfinie, telle que j'ai essayé de la redéfinir, eh bien, elle a été inaugurée et étudiée par un auteur qui s'appelle Hans Jonas dans un livre précisément qui s'intitule « Le principe responsabilité » et qui s'ouvre par ces mots. Le Prométhée définitivement déchaîné, donc on voit que la figure de Prométhée qu'on a étudiée rapidement dans la première partie continue de nous parler. Le Prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais encore connues et l'économie, son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour lui. Donc le Prométhée définitivement déchaîné, eh bien évidemment, c'est une situation, un événement, le Prométhée qui est à la fois soutenu par la science et promu par les impératifs économiques. Eh bien, on ne peut pas trouver chez les individus ordinaires l'origine de ce contexte bien particulier. Mais en revanche, ce que dit Jonas, c'est que alors, nous savons que la situation n'est plus viable, donc il y a une dimension de savoir qui nous est offerte par la science, mais une dimension de non-savoir également, puisque notre puissance, notre pouvoir technologique est devenu si important que nous ne savons plus exactement quelles seront les conséquences de nos actes. Donc, Hans Jonas parle de ces générations nouvelles, de ces jeunes générations, et il parle aussi, ça a été un des premiers à parler des générations futures, et il affirme, c'est tout le sujet de sa nouvelle éthique pour la civilisation technologique, c'est le sous-titre de l'ouvrage, eh bien, il va s'agir en raison de cette incertitude, cette incertitude sur les effets de la civilisation technologique, de nous imposer un certain nombre de limites. Et finalement, la responsabilité, ce serait ça pour Hans Jonas, la responsabilité,
c'est non pas essayer de réparer ce que nous avons fait, mais faire en sorte que nos actes présents, les réformes que nous pouvons conduire aujourd'hui dans nos modes de vie, vont rendre l'existence des générations futures possible. La troisième question maintenant qui m'a été adressée, qui elle aussi appelle en quelque sorte une réponse assez évidente, mais qui en même temps, si on l'analyse, si on ne se précipite pas vers la réponse, et qu'on s'attarde vraiment sur ce qu'elle présuppose, à mon avis, est intéressante au sens où, jusqu'à maintenant, nous avons parlé de la problématique écologique à l'échelle de l'humanité tout entière, puisque il est vrai que lorsqu'on parle de biosphère, eh bien, les frontières, les nations, finalement, n'ont plus qu'une importance très dérisoire, et que ce qui se produit à tel point du globe va avoir immédiatement des conséquences à l'autre bout de la planète. Mais pourtant, cette question-là va introduire pour la première fois dans tout ce que l'on a dit jusqu'à maintenant une sorte de division. Et là où il y a division, eh bien, il y a politique. Et c'est cette division politique qui va rendre possible une réflexion philosophique à portée politique. Alors, voici la question, et je m'expliquerai par la suite. Les petits gestes écologiques sont-ils encore suffisants aujourd'hui? La posture du colibri ne risque-t-elle pas de susciter un désengagement des États qui auraient la capacité de prendre des mesures ayant un fort impact écologique? Alors, là encore, pourquoi une réponse, disons, qui puiserait ces ressources dans le discours scientifique pourrait être qualifiée d'évidente? Eh bien, parce que les rapports successifs du GIEC, ce que nous disent les journalistes sur les mesures que prennent les États à la suite des différentes COP. Alors on connaît la COP 21, on en a beaucoup entendu parler, mais il y a eu d'autres COP depuis. Eh bien, ces journalistes nous disent que effectivement, d'une part, les petits gestes écologiques que nous faisons tout un chacun, c'est-à-dire trier nos déchets, faire pipi sous la douche, tout ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle n'est absolument pas suffisant, étant donné la gravité de la situation. Et d'autre part, de manière disons symétrique, pourquoi tous ces gestes ne sont pas suffisants? Parce que justement les États qui sont dans le contexte, disons, capitaliste, lié aux intérêts industriels et au fonctionnement global de la production inscrite dans l'idéologie de la croissance, eh bien, ne prennent pas du tout les mesures suffisantes pour endiguer les processus mortifères auxquels nous sommes voués aujourd'hui. Donc, une première réponse tout à fait évidente serait non, nos petits gestes ne sont pas suffisants, et savoir si ces petits gestes empêchent, disons,
est-ce que ces petits gestes risquent de susciter un désengagement des États? Ça, il faudrait demander aux dirigeants. Ça, je ne peux pas répondre clairement à cette question, mais il est certain que les États essaient, en tout cas dans leur inaction, souvent d'engager les individus, les citoyens, voire les culpabiliser, de manière à transférer sur la société civile des mesures que eux ne sont pas capables de prendre. Ça, l'objet de la vidéo n'est pas là, mais il suffit d'aller voir un petit peu tous les rapports sur les différentes conférences qui se sont déroulées, les engagements des États qui ne sont pas tenus, etc., etc. Bon, je m'attarde pas là-dessus parce que ça appartient à l'actualité, ça appartient à la science. Ce qui me paraît intéressant dans cette question, c'est que il y a une division, je le disais tout à l'heure, qui apparaît entre la société civile, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens pris dans leur vie quotidienne, dans leur existence ordinaire, qui est placée face à des grandes structures, et notamment ici dans cette question des structures étatiques. Alors, cette division, eh bien justement, elle viendrait mettre en question ce que nous avons développé à partir du mythe de Prométhée, et dans une perspective qui serait, disons, universelle ou universaliste, qui situerait finalement les conditions écologiques dans une perspective globale, dans une perspective, disons, où serait fait l'économie des oppositions, des luttes, des différences qui peuvent exister entre les différentes cultures et à l'intérieur des cultures ou des civilisations, entre les différentes classes sociales. Il peut paraître un petit peu court et un peu facile disons, d'attribuer à l'humanité tout entière la responsabilité, on en parlait tout à l'heure, ou la culpabilité de la destruction du vivant aujourd'hui. Et c'est précisément cette question de la division que traite un auteur qui vient d'être traduit, qui vient d'être traduit très récemment, dont les ouvrages ont été publiés tous chez un éditeur qui s'appelle La Fabrique, un éditeur jeune, donc qui s'intéresse à ces questions, et qui s'appelle Andreas Malm. Alors si vous avez un auteur à lire sur ces questions, vraiment c'est cet auteur-là que je vous conseille, et notamment donc cet ouvrage-là qui s'appelle L'Anthropocène contre l'histoire. Là vraiment il y a disons un angle d'attaque vraiment à la fois politique et philosophique sur ces questions écologiques, sur ces questions environnementales, sur ces questions d'effondrement, et qui nous permettent de sortir des grandes envolées sur ce qu'est la nature humaine, ou ce que sont les civilisations humaines, comprises comme des ensembles solidaires les unes des autres. En réalité, ce que fait Andreas Malm, c'est d'établir des distinctions, et d'établir des distinctions en premier lieu en critiquant le terme d'anthropocène. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anthropocène? Anthropocène, c'est un terme qui est directement lié à notre question, et qui a été, disons, inventé, qui a été mis en circulation
en 2002, c'est un terme très récent, un terme qui a été mis en circulation en 2002 par le prix Nobel Paul Crutzen. C'est un terme qui veut, disons, prendre la mesure de l'impact des activités humaines sur les phénomènes climatiques et les péripéties des espèces vivantes dans la biosphère. Alors voilà comment Andreas Malm définit ce terme d'anthropocène dans son ouvrage, page 13. Je vous mettrai les références en insert. L'anthropocène désigne l'existence d'une influence humaine déterminante sur les écosystèmes, désormais classée, cette influence, aux côtés de la sélection naturelle, du rayonnement solaire et de l'activité volcanique. Et Andreas Malm ajoute, l'anthropocène enregistre ce moment d'épiphanie, c'est le pouvoir de déterminer le climat de la planète, qui est passé de la nature au domaine des humains. Alors, bien que là, dans cette définition, Malm n'est pas encore dans sa posture critique. C'est-à-dire que là, on retrouve finalement ce qu'on a dit à propos du mythe de Prométhée, c'est que l'humain n'est pas inscrit dans la nature et que l'action de l'humanité, des sociétés humaines, des civilisations, va avoir des effets sur la nature. Et c'est précisément cette perspective, disons, humaniste, qui assigne à l'humanité globale la responsabilité de ces effets, de ces changements climatiques, que Andreas Malm va questionner. On peut dire que la problématisation politique et philosophique de Malm va être de questionner le terme anthropocène. Anthropos, ça signifie l'humanité, étymologiquement. Et il va contester le fait que la destruction d'origine technoscientifique de la nature soit un phénomène humain global. Je répète, il va contester le fait que la destruction d'origine scientifique de l'ensemble du vivant, de la planète, soit un phénomène humain global. Il va refuser ce terme d'anthropocène au sens où, lorsqu'on dit l'anthropocène, nous sommes passés dans une ère où l'humain dans son entier détruit la planète. Eh bien, ce terme-là est beaucoup trop général. Il va refuser le fait que l'humanité dans son ensemble serait responsable. Vous voyez qu'on retrouve cette notion de responsabilité. C'est ce présupposé qu'on trouvait déjà dans le mythe de Prométhée que Andreas Malm va questionner. Il va poser une question, en fait. Il va se demander, mais est-ce que la catastrophe écologique est inscrite dans la nature humaine? On retrouve notre première question. Ou bien est-elle une contingence historique? Qu'est-ce que ça veut dire une contingence historique? Eh bien, contingence historique, ce serait l'opposé de la nature humaine dans cette problématique écologique. Si, comme on l'a dit dans la première vidéo, eh bien, l'humain est en dehors de la nature, eh bien, pour pouvoir survivre, il est dans son essence, dans l'essence de l'être humain, de détruire la planète. Eh bien, lui, il va refuser cette affirmation, cette proposition, et il va dire que, en réalité, la destruction de la planète est issue de certaines contingences historiques, c'est-à-dire de données. La contingence, c'est quoi en philosophie? C'est des choses qui sont arrivées, mais qui auraient pu ne pas arriver. C'est-à-dire qu'il va situer cette destruction de l'environnement, non pas dans une essence humaine, mais
dans des processus historiques, des constructions sociales, des situations civilisationnelles qui sont le fruit de décisions. D'abord, c'est la première chose qu'on pourrait dire, donc des choses qui sont qui ont été voulues par les êtres humains. Ce ne sont pas donc l'humain n'est pas seulement un processus, disons l'histoire de l'humanité n'est pas un processus sans sujet qui va aboutir à des résultats qui sont inscrits d'emblée dans son essence, mais l'humain fabrique de l'histoire, l'humain prend des décisions, l'humain construit ses environnements civilisationnels. Il est un sujet de décision, un sujet d'action, un sujet pensant qui finalement en quelque sorte tient les rênes de son histoire. Ça, c'est une première chose. Mais il va ajouter une chose, c'est que non seulement cette humanité n'est pas le simple déploiement d'une essence dont elle ne serait pas responsable, mais ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire la destruction de la planète, n'est pas due à l'humanité tout entière. Elle est imputable à une partie seulement de l'humanité. Et c'est pour ça que je disais que la question nous renvoie à la notion de division. Ce sont en gros les États au service d'une civilisation de la production à partir d'un contexte historique qu'on peut nommer, qui s'appelle la révolution industrielle, qui a mis en marche ce processus de destruction. Donc on ne peut pas dire que nous soyons tous responsables et comptables de la situation actuelle. D'abord, toutes les civilisations ne sont pas comptables. Puisque pour lui, l'origine du processus d'effondrement est à situer dans la révolution industrielle, eh bien, il va situer cette origine dans les civilisations occidentales, celles qui ont connu la révolution industrielle, mais d'autre part, à l'intérieur même de ces civilisations occidentales, et là, on fait connaissance finalement avec son point de vue, en quelque sorte, marxien, c'est que à l'intérieur de ces civilisations occidentales, tous les individus ne sont pas responsables. Toutes les catégories, toutes les classes sociales ne sont pas responsables. Il y a des classes sociales qui ont pris en charge ce qu'on pourrait appeler la production, l'idéologie de la croissance, et qui ont, promu cette civilisation qui nous a menés à la destruction. Alors, à titre d'illustration, et pour que les choses soient un petit peu plus claires, je ne résiste pas à l'envie de vous lire une page et demie, ce sera un petit peu long, vous m'en excuserez, de cet ouvrage d'Andreas Malm, et qui commence ainsi. Le meilleur contre-champ du récit de l'Anthropocène semble être l'accroissement démographique. Si l'on peut montrer que la combustion d'énergie fossile est largement attisée par la multiplication de la population humaine, l'espèce peut en effet en être tenue pour responsable. Ça, c'est, petite parenthèse, c'est pour les tenants, les partisans de la vision humaniste globale de la responsabilité de l'espèce humaine dans son ensemble. Mais, qu'est-ce qu'il ajoute ? Les théoriciens de l'Anthropocène aiment donc mettre en avant cet élément démographique comme l'un des facteurs, voire le principal facteur de la perturbation de la biosphère. Il est vrai qu'il y a une corrélation entre la population humaine et les émissions de CO2, mais celles-ci ont été multipliées par 654,8 entre 1820 et 2010, tandis que celle-là n'a été multipliée que par 6,6, ce qui indique qu'une autre force bien plus puissante
a dû alimenter ce feu. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que la proportion entre l'explosion démographique et les taux d'émission du CO2 ne sont pas corrélés. Pour ces dernières décennies, la corrélation s'est même avérée négative. David Satterthwaite a comparé les taux d'accroissement démographique et les taux d'accroissement des émissions dans le quart de siècle entre 1980 et 2005 et il a découvert que la population avait tendance à croître le plus vite là où les émissions croissaient le plus lentement et inversement. Donc, toute l'humanité n'est pas responsable et coupable de la destruction écologique, de la destruction environnementale, puisque là où la démographie augmente, eh bien, on ne constate pas d'augmentation proportionnelle des émissions de CO2. L'accroissement démographique et l'accroissement des émissions étaient des phénomènes dissociés, l'un se produisant surtout là où l'autre ne se produisait pas. Et si une corrélation est négative, il est hors de question d'établir une causalité. Effectivement, si on postule que c'est l'humanité dans son ensemble qui détruit la planète, alors là où il y a plus d'humains, forcément il y a plus de destruction. Eh bien, ces chiffres montrent le contraire. C'est parce qu'il y a plus d'humains qu'il y a plus de destruction, puisque ce n'est pas là où il y a le plus d'humains qu'il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre. Une portion significative de l'humanité ne prend absolument pas part à l'économie fossile. C'est là qu'il introduit la dimension de division. L'économie fossile, c'est-à-dire l'usage des ressources qui sont les plus délétères pour la planète, ne sont pas le fait de l'humanité tout entière, mais d'une portion restreinte de l'humanité. Des centaines de millions de personnes utilisent le charbon, le bois ou des déchets organiques, comme les excréments, pour tous leurs besoins domestiques. Satterthwaite a conclu qu'un sixième de la population humaine ne devrait pas être inclus dans les calculs d'attribution de la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre. Sa contribution est en effet proche de zéro. La contribution d'une humanité la plus nombreuse qui ne contribue pas à cette émission de gaz à effet de serre. Donc on ne peut pas parler d'anthropos à ce niveau-là. L'anthropos, ça voudrait dire que l'humanité entière est comptable de ses effets. Sa contribution est en effet proche de zéro. En outre, 2 milliards de personnes, soit près d'un tiers de l'humanité, n'ont pas accès à l'électricité, si bien que, comme l'écrit Václav Smil, la consommation d'énergie moderne d'un Canadien moyen est sans doute plus de 1000 fois supérieure à celle d'un pasteur du Sahel. Selon le lieu où naît un spécimen d'Homo sapiens, son empreinte sur l'atmosphère peut varier dans un rapport de 1 à plus de 1000. Compte tenu de ces variations gigantesques, dans l'espace comme dans le temps, le présent et le passé, l'humanité semble une abstraction bien trop faible pour porter le fardeau de la causalité. Vous voyez que tant que l'on raisonne en termes d'humanité, eh bien on rate complètement la spécificité de ce phénomène qu'on a nommé à tort l'anthropocène. Et il faudrait réintroduire, comme le fait cette question d'ailleurs, une division entre les civilisations consommatrices, productrices, inscrites dans cette idéologie de la croissance, et les autres qui sont malheureusement les plus victimes de ces effets écologiques, mais qui ne peuvent pas être considérés comme participants à la production de ces effets. Enfin, dernière question qui m'a été posée, une question un peu angoissante, la voici. Si nous ne faisons rien, l'humanité va-t-elle vraiment s'effondrer? Eh bien, là encore, évidemment, question de l'absence d'action, de retrait, d'indifférence, nous amène
à formuler une évidence, bien sûr que, encore une fois, le discours scientifique nous dit bien que nous n'avons, je l'ai dit tout à l'heure, plus le droit de ne rien faire. Rien faire, cela signifie continuer sur la pente dans laquelle nous sommes engagés et qui implique effectivement des conditions d'existence qui ne sont plus viables pour le vivant. Mais l'humanité va-t-elle vraiment s'effondrer? Alors, c'est la question de l'effondrement, on en parle, dans la première vidéo, j'ai évoqué l'invention de ces termes, la collapsologie. Alors la collapsologie, évidemment, c'est un discours sur l'effondrement. Mais qu'est-ce que ça signifie, l'effondrement? Le terme collapsologie a été inventé par Pablo Servigne, notamment, et les camarades avec lesquels il a écrit les 3 ou 4 livres qui sont disponibles maintenant. Et ce qu'il veut dire, c'est que l'effondrement, ce n'est pas la fin de l'humanité, ce n'est pas la fin du monde, ou en tout cas pas la fin du monde telle qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire une disparition totale, c'est la fin d'un monde. Et c'est là que la lecture de Pablo Servigne, laquelle je vous encourage également, peut être encourageante. C'est que, alors évidemment là, dans le premier livre que j'ai déjà cité dans la première vidéo, Comment tout peut s'effondrer, évidemment, il dresse avec son camarade Raphaël Stevens un panorama assez apocalyptique de la situation, mais il a publié par la suite avec son autre camarade Gauthier Chapelle, un livre qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et dans ce livre, il signifie que, il écrit, en tout cas c'est sa thèse, c'est leur thèse à ces deux auteurs, que l'effondrement ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. Et on peut terminer notre réflexion écologique là-dessus. C'est que, évidemment, ce qu'ils appellent la civilisation thermo-industrielle ou thermonucléaire, puisqu'elle n'est pas viable, eh bien, sa disparition pourrait à la fois nous mener à une situation de chaos, c'est-à-dire une disparition des infrastructures étatiques, des infrastructures simplement qui assurent notre survie, les transports, la fourniture des aliments, etc. Mais en même temps, ce qu'ils disent, c'est que il y a dans l'humain une ressource qui s'appelle l'entraide, qu'avait déjà repéré un auteur dont s'inspire Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, un auteur qui s'appelle Kropotkin, qui est un des grands penseurs, un des grands fondateurs de la philosophie anarchiste, et qui, en s'opposant à Darwin, à l'idéologie du struggle for life, du combat pour la vie, tel que Darwin définissait finalement la sphère du biologique, va proposer un modèle biologique qui s'appuie non plus sur le combat, sur la lutte du plus apte et la survie du plus adapté, on va dire, mais sur l'idée que dans la nature, eh bien, aussi bien au niveau, disons, moléculaire, au niveau microscopique, que au niveau des sociétés, lorsqu'elles sont placées dans des situations de catastrophes, etc., il y a quelque chose, lorsque les institutions ne sont plus là, lorsque l'État, lorsque les lois ne sont plus là pour endiguer les comportements humains, quelque chose émerge qui s'appelle la solidarité humaine. Et peut-être que, bien sûr, l'effondrement
qui vient, qui a de fortes chances de venir, provoquera des situations peut-être violentes, des situations chaotiques, mais peut-être que cet effondrement ne signera pas la fin de l'humanité, mais une sorte de renouveau dans lequel les humains pourront rappeler, remobiliser ce qu'il y a en eux d'empathique, de solidaire, et faire en sorte que une société plus viable puisse être construite. Voilà. Merci de votre attention. À très bientôt.